votre santé. Mythe. Comme le vaccin contre la grippe H1N1 est nouveau, il n'a pas été mis à l'essai et il est dangereux. Fait. Avant d'être utilisé à grande échelle, tous les vaccins font l'objet d'une recherche approfondie. Les dangers que présente le virus H1N1 sont plus importants que le risque découlant d'une réaction grave au vaccin. Vous avez des questions? Appelez votre agence locale de santé publique. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, devrait déclarer une pandémie de grippe H1N1. Ces experts se réunissent à huis clos. Alors on va tout de suite rejoindre en direct à Genève. On va tout de suite rejoindre à Genève, en direct avec nous dans ce journal, Alexandra Troubnikov. Bonjour Alexandra, vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien, merci. Alors le niveau d'alerte a toutes les chances de passer à 6, c'est-à-dire le niveau maximal. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est sûr, c'est que l'OMS prépare activement le terrain pour cette annonce depuis une dizaine de jours. Mardi, le numéro 2 de l'organisation a reconnu que nous étions très très près de la pandémie. Il a expliqué que l'OMS attendait des preuves de propagation locale du virus dans une région autre que le continent américain. Et mercredi, l'OMS a organisé une téléconférence avec les ministres de la Santé des 8 pays les plus touchés pour voir justement avec eux s'ils avaient des preuves irréfutables d'une telle diffusion. Bon, pour l'instant, rien n'a filtré de cette réunion, mais pour les experts, ce qui est sûr, c'est que les preuves, elles existent déjà depuis un petit moment, et notamment en Australie et au Chili, où les cas ont explosé ces derniers jours. En fait, est-ce que l'on doit avoir peur concrètement de ce qui s'annonce comme la première grande pandémie du XXIe siècle? Alors jusqu'à présent, le virus s'est avéré relativement peu virulent, avec une mortalité d'à peu près 0,1%, ce qui est équivalent à la grippe saisonnière, sauf au Mexique où il était un petit peu plus sévère, avec une mortalité de 0,4%. Mais ça n'a rien à voir avec la mortalité de la grippe aviaire qui est de 60%. Donc, ce que l'OMS craint, c'est que ce virus mute, ce qui est à peu près sûr, et qu'il devienne beaucoup plus dangereux, comme celui de la grippe espagnole. Ce dernier avait été effectivement assez peu violent au printemps 1918 et était revenu l'hiver suivant et il avait tué 50 millions de personnes. Ce qui est sûr, c'est que l'OMS n'arrête pas de répéter qu'on est aujourd'hui quand même beaucoup mieux préparé pour ce genre de pandémie avec les antiviraux et les vaccins qui peuvent se préparer. La campagne de vaccination est en cours un peu partout dans le monde alors que le nombre de victimes de la grippe H1N1 augmente. Les coûts associés à la grippe sont difficiles à calculer, mais ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit d'un défi, d'un véritable casse-tête pour les entreprises qui feront face à un taux d'absentéisme beaucoup plus élevé qu'à l'habitude et à une baisse de leur productivité également. Alors, quels sont nos droits et devoirs en tant qu'employés ou employeurs? Notre invité, Maître Myriane Lefrançois du cabinet d'avocats Gowling, Lafleur Anderson. Maître Lefrançois, bonsoir. Bonsoir. Un employeur peut-il obliger ses employés à aller se faire vacciner? Alors, la réponse, c'est non. On ne peut pas légalement demander ou forcer quelqu'un à recevoir un traitement ou un vaccin comme ça. Par contre, dans les secteurs sensibles, on pensera certainement au secteur de la santé. Oui. Un employeur pourrait exiger de ses employés qu'ils se fassent vacciner sans les forcer. Et le défaut, un employé qui refuserait de se faire vacciner pourrait refuser, mais serait retourné à la maison sans salaire. Donc, l'employeur peut dire à son employé, si tu ne te fais pas vacciner, tu restes chez vous tant et aussi longtemps que tu ne te fais pas vacciner et je ne te paie pas. C'est légal. Oui, tout à fait. C'est ça la règle. C'est ça la règle. Et d'ailleurs, c'est une règle qui a été confirmée par les tribunaux récemment, l'an dernier, dans une décision qui impliquait le vaccin contre la grippe influenza, pas la H1N1, mais une autre grippe. Et il s'agissait d'une infirmière auxiliaire et elle a dû retourner à la maison et elle n'a pas reçu de rémunération. Ça, c'est le droit de l'employeur. Est-ce que l'employeur a un devoir de demander à ses employés de se faire vacciner? A-t-il un devoir? Un devoir légalement, non, mais maintenant, évidemment, l'employeur doit agir comme une personne raisonnable. C'est le test qu'on utilise ou auquel on réfère là, en droit. Alors, il pourra le recommander, certainement.
Ont-ils, les employeurs, un devoir de prévention, d'organisation, de fournir des outils, de l'information à leurs employés? Oui, tout à fait. L'employeur, et c'est un des devoirs principaux qui incombe aux employeurs, c'est d'assurer la santé et la sécurité de ses employés. Et dans ce grand devoir d'assurer ou de protéger nos employés, Ouais. il faut prévenir. Et évidemment, il faut prendre toutes sortes de mesures raisonnables pour prévenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sur pied, disons, des plans de prévention, des mesures au niveau de l'hygiène. On a vu beaucoup les employeurs qui mettent maintenant des distributeurs de désinfectants. Ça veut dire aussi être beaucoup plus alerte et informer les employés au niveau de la symptomatologie. Parce que quand un employé va développer des symptômes, premièrement, il faut qu'il sache que ces symptômes-là pourraient être ceux de la grippe H1N1 et donc que l'employé, lui, ait le réflexe de ne pas venir au travail, d'appeler, que les gens soient conscientisés et ça, c'est le rôle de l'employeur. Et justement, on arrive à l'employé et ses droits et ses devoirs. Est-ce que l'employé peut dire à son employeur, il y a des cas de H1N1 dans notre milieu de travail, je ne vais pas travailler? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? En fait, la réponse, c'est non, à mon avis. Parce que s'il y a des cas de H1N1 au travail, ces gens-là ne devraient pas être au travail. Mais s'ils le sont? Là, c'est à l'employeur de les retourner chez eux. Un employé qui est porteur de la grippe H1N1 ne devrait pas être au travail. Et donc ça, il appartient à l'employeur à ce moment-là de les retourner chez lui et de se faire désinfecter la station de travail de cette personne-là. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura, disons, annihilé le risque, bien, les employés et les autres devront venir travailler. Donc, le travailleur ne peut pas, un matin, dire « Moi, j'ai un doute, je doute, j'ai l'impression qu'au travail, en ce moment, il y a des gens qui sont malades, je ne veux pas aller travailler. » Il ne peut pas dire ça. Il pourrait toujours, mais s'il le fait, l'employeur pourrait certainement ne pas le payer. Bon. Alors, c'est ça, c'est important. Et les banques de congés dans ça, s'il y a un employé qui est malade, qui a la grippe H1N1, qui épuise sa banque de congés de maladie, est-ce que il y a une possibilité d'en avoir des supplémentaires? Pas en vertu de la loi, pas des congés payés. Parce que la loi sur les normes du travail prévoit jusqu'à un maximum de 6 mois de congés de maladie sans salaire par année. Et après ça, il appartient aux employeurs de mettre sur pied les politiques qu'ils veulent bien. Évidemment, il y a aussi les conventions collectives qui s'appliqueront selon les milieux de travail. Mais s'il n'y a pas de convention collective et s'il n'y a pas de politique particulière en place ou si on a épuisé nos congés de maladie, en vertu de la loi, l'employeur n'est pas tenu de les rémunérer. Par contre, nous posons la question suivante. Et c'est une sensibilisation importante au niveau des employeurs, à notre avis, dans les temps de pandémie que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire, ils n'ont pas l'obligation, en vertu de la loi, de les rémunérer, mais on peut certainement envisager qu'il y a des personnes qui ont besoin de leur salaire. Et donc, en ne les payant pas, qu'incitons-nous? Est-ce qu'on les incite à rester à la maison ou est-ce qu'on les incite à venir quand même au travail parce qu'ils ont besoin de leur salaire? C'est une question de gros bon sens. C'est une question de gros bon sens et c'est aux employeurs, là. Nous, on a beaucoup invité les employeurs récemment à mettre sur pied une politique spéciale en temps de pandémie. Une politique spéciale qui pourrait justement prévoir certains aménagements au niveau des congés et de l'indemnisation aussi. Souhaitons que votre appel sera entendu. Souhaitons-le. Maître Myriane Lefrançois du cabinet Garling Lafleur Anderson, merci beaucoup de ces informations. Merci, M. Fillon. C'est ici, au CHU de Brest, qu'une jeune fille de 14 ans atteinte de la grippe A est décédée il y a près de 2 semaines. Un décès qu'on ne peut pas pour autant attribuer formellement au virus. Cette adolescente souffrait en effet également d'une maladie grave, conjuguée à une autre infection pulmonaire sévère. C'est le premier décès où un prélèvement est positif. Dire que c'est le premier décès lié à la grippe est un raccourci. La dégradation de son état clinique date de plusieurs mois. Son évolution se traduit en plusieurs hospitalisations sur plusieurs semaines. Et donc ce n'est pas une aggravation brutale due à une surinfection par grippe ou par autre virus. Quoi qu'il en soit, la ministre de la Santé l'a répété après l'annonce de ce décès. Les personnes atteintes de maladies respiratoires, mais aussi de maladies chroniques, seront vaccinées en priorité. C'est une grippe qui peut, sur des personnes fragiles comme cette jeune fille, avoir un effet très aggravant. Et donc, il faudra les vacciner, il faudra se faire vacciner. Nous nous y préparons.
Les tout premiers vaccins pourraient être disponibles dès la fin août, mais en faible quantité. Il faudra sans doute patienter jusqu'au mois d'octobre pour lancer une campagne massive de vaccination, ce qui pourrait coïncider avec le pic de l'épidémie. Pour l'instant, la France compte un peu plus d'1 millier de cas de grippe A confirmés ou probables. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels, Sanofi, GSK et Novartis. Ça représente 1 milliard d'euros au point de vue coût. Ces contrats comportent d'autre part la pré-réservation de tranches conditionnelles supplémentaires de 36 millions de doses. Il y a suffisamment de traitements antiviraux. Ne faites pas de stock de traitements antiviraux dans votre pharmacie. Cela est totalement inutile. Ne prenez pas non plus de traitement antiviral d'une manière préventive. Ça ne sert à rien. Et de plus, ça peut évidemment entraîner des phénomènes de résistance de ces virus à ces antibiotiques. Le centre de vaccination du Halbardier n'est pas encore ouvert, mais les candidats à la piqûre sont déjà là et en nombre. Avec ou sans bon de vaccination, chacun tente sa chance, même si l'attente est parfois difficile à supporter. Non, c'est pas bien là, comment ils organisent ça, c'est pas bien là. Regarde les gens combien ils attendent. Ça fait la 3e fois qu'on vient, c'est comme ça. Il y a une demi-heure qu'on est arrivé. Mais bon, voyant la file d'attente, je pense qu'on peut être confiant et pas attendre trop longtemps. Parce que vu le temps... Ma femme accouche dans 3 semaines, elle s'est fait vacciner hier, et on nous a dit qu'on pouvait passer aujourd'hui, et il nous a dit train bon et qu'on pourrait se faire vacciner aujourd'hui. Donc j'espère que j'attends pas sous la pluie pour rien. C'est pas évident de trouver toujours un créneau pour y aller, d'autant plus que comme vous le voyez, c'est pas encore ouvert, il y a encore une belle file d'attente. Donc voilà, on fait comme tout le monde, on attend dans le froid, sous la pluie. Donc voilà. Pour répondre à cette affluence record, les centres tourangeaux accueillent le public dès 15h cette semaine et les jours et horaires d'ouverture seront encore élargis la semaine prochaine. Ainsi, par exemple, à Tours, on pourra se faire vacciner de 9h à 21h et du lundi au vendredi. De nouvelles plages d'accueil qui s'accompagneront d'un renfort du personnel médical. Objectif, détendre les esprits, mais surtout limiter la propagation du virus. Il est impératif de vacciner un maximum de gens avant la fin de l'année pour que l'on ait dans la population un pourcentage suffisant de gens vaccinés et pour, toujours encore une fois, enrayer au maximum la propagation du virus. Je rappelle que pour que la vaccination soit efficace, il faut au minimum 25% de la population vaccinée. Les centres de vaccination devraient donc tourner à plein régime dans les prochaines semaines. Une nécessité pour les autorités sanitaires puisque le pic épidémique est attendu aux alentours de Noël. À savoir néanmoins qu'un bon de vaccination est toujours indispensable, même si des dérogations peuvent être obtenues dans certaines situations, par exemple pour les membres d'une même fratrie ou en cas de problème de santé. On a quand même dépensé 1,5 milliard, parce que n'oubliez pas qu'il y a les vaccins, mais il y a le Tamiflu. On a acheté des doses inimaginables de Tamiflu, dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'on les a données aux pharmaciens pour qu'ils les donnent, et la date de péremption c'est avril 2010. Mais on a aussi acheté des millions et des millions de masques qui n'ont pas servi, des gels qui n'ont pas servi, ou peu. Donc on se retrouve avec quand même des dépenses qui sont l'équivalent de la totalité des dépenses ou des déficits plutôt des hôpitaux français. Ils nous ont vendu ces vaccins parce qu'ils ont dit au ministère, si vous ne les prenez pas maintenant, il n'y en aura plus pour vous. Et donc le ministère est allé un petit peu fort, un peu loin, on a acheté 94 millions en se disant c'est toujours ça de prix si jamais c'est l'apocalypse. Je vous ferai remarquer aussi qu'au mois de juin-juillet, on nous annonçait entre 20 et 30 000 morts. Et là, c'était évidemment très anxiogène. On a un petit peu appuyé sur le côté anxiogène de la chose. Il aurait fallu à ce moment-là lire les publications anglaises, américaines, qui montraient que cette grippe
était une grippe pandémique. Mais pandémique ne veut pas dire que c'est dangereux. Pandémique, ça veut dire que ça touche tout le monde.